Salut Paul, as-tu déjà voyagé à l'étranger? Oui, j'ai visité l'Espagne, c'était plein de culture et d'histoire. Bonjour Gwen, sais-tu nager? Oui, j'ai appris quand j'étais enfant et maintenant j'en profite en été. Salut Rose, passes-tu beaucoup de temps en ligne? Parfois, mais j'essaie d'équilibrer avec des activités en plein air. Bonjour Sam, lis-tu les nouvelles tous les jours? Oui, cela m'aide à rester informé sur le monde. Attention à tous les résidents des appartements Maplewood. La direction effectuera une coupure de courant pour maintenance samedi, entre 9 h et 15 h. Les services essentiels tels que les ascenseurs et les pompes à eau seront temporairement indisponibles. Nous recommandons aux résidents de recharger leurs appareils nécessaires et de stocker de l'eau à l'avance pour plus de commodité. Chers passagers, voici une mise à jour de Blue Sky Airlines. En raison de conditions météorologiques défavorables à la destination, le vol BS609 à destination d'Oslo est retardé d'environ 4 heures. Des rafraîchissements gratuits seront offerts à la porte 14 pendant l'attente. Ceci est un rappel de la Bibliothèque publique de Riverdale. La date limite de retour des ouvrages empruntés dans la section Histoire des civilisations est demain. Les retards peuvent entraîner une amende ou une suspension temporaire d'emprunt. Veuillez passer au comptoir d'accueil pour renouveler vos articles si vous avez besoin de plus de temps de lecture.
Bonjour à tous les membres du personnel. Veuillez noter que l'exercice de sécurité trimestriel aura lieu demain à 11 heures. La participation est obligatoire pour tous les employés, et la présence sera enregistrée. Rassemblez-vous dans la zone de sortie d'urgence désignée dès que l'alarme retentira. Bonjour, ici le service informatique. Votre mot de passe système expirera dans 3 jours. Pour éviter un verrouillage, veuillez mettre à jour vos identifiants via le portail intranet. N'utilisez pas d'anciens mots de passe. Veuillez nous informer en cas de problème de connexion. Bonjour, ici le service clientèle d'Orbitmart. Votre commande récente a été retardée en raison d'un retard du fournisseur. Nous travaillons activement pour accélérer la livraison et prévoyons l'expédition de votre article dans les 5 prochains jours. Nous nous excusons pour le retard et vous remercions de votre compréhension. Bonjour, ici Karen de la conférence Global Tech. Petit rappel, les participants peuvent récupérer leur badge au comptoir principal de 8 heures à 10 heures vendredi matin. Veuillez apporter une pièce d'identité pour vérification. Aucune entrée ne sera autorisée sans justificatif. Bonjour, ici Luna de Craft Central. Nos heures d'ouverture changent à partir de lundi prochain. Nous serons désormais ouverts de 10 heures à 18 heures en semaine. Les horaires du week-end restent inchangés. Nous espérons que cela rendra votre expérience d'achat plus pratique. Bonjour, ici Titan Gym. À partir de la semaine prochaine, l'accès par carte ne sera accordé qu'aux membres disposant de passes numériques à jour. Si vous n'avez pas téléchargé la dernière version de notre application, veuillez le faire afin de continuer à entrer dans l'établissement sans problème. Bonjour, ici Skylink Airlines. Veuillez noter que votre vol à destination de Toronto partira désormais de la porte 18 au lieu de la porte 7. L'heure de départ reste inchangée. Veuillez consulter les écrans de l'aéroport pour les mises à jour d'embarquement.
Personne 1. En tant que consultante en ressources humaines, je crois fermement que le travail à distance devrait devenir la norme. Il réduit le temps de trajet, améliore la productivité et permet aux employés de mieux gérer leur vie personnelle. De plus, les entreprises économisent sur les coûts de bureau et les villes bénéficient d'une réduction de la congestion. Certains affirment que le travail d'équipe en souffre, mais je pense que les outils numériques modernes comblent suffisamment cet écart. Pour moi, le télétravail est l'évolution naturelle de la vie professionnelle à l'ère numérique. Personne 2. Travailler depuis chez soi peut sembler attrayant, mais ce n'est pas idéal sur le long terme. Cela isole les employés, érode la culture d'entreprise et réduit les apprentissages informels qui se produisent au bureau. Tout le monde n'a pas un environnement domestique calme ou adapté non plus. Les bureaux existent pour une raison. Ils favorisent la collaboration et l'innovation. Au lieu de les abandonner, nous devrions les repenser pour qu'ils soient plus sains, écologiques et flexibles, plutôt que de faire rester tout le monde chez soi. Personne 3. Le travail à distance est une excellente opportunité, mais seulement s'il est bien géré. Je pense que l'avenir réside dans la flexibilité. Permettre aux employés de choisir entre le bureau et la maison selon la nature de leurs tâches. Certains emplois nécessitent du travail d'équipe, d'autres exigent de la concentration et de la solitude. La clé est de faire confiance aux travailleurs tout en maintenant un lien humain par des réunions occasionnelles en personne. L'équilibre, et non les extrêmes, définira les organisations performantes. Personne 1. En tant qu'activiste environnemental, je pense que le tourisme dans les régions naturelles sensibles devrait être totalement interdit. La présence humaine, même minime, perturbe les écosystèmes et met en danger la faune. Une fois un habitat endommagé, sa régénération est lente, voire impossible. La véritable préservation consiste à laisser la nature intacte. Si nous valorisons réellement la biodiversité, nous devons donner la priorité à sa protection plutôt qu'à la récréation. La nature n'est pas un terrain de jeu, c'est un système vivant qui exige respect et retenue. Personne 2. Limiter le tourisme est une mesure irréaliste et injuste. Les communautés locales dépendent des visiteurs pour leur subsistance. Le tourisme finance les projets de conservation, crée des emplois et sensibilise à l'environnement. Au lieu d'interdire les gens, nous devrions les éduquer à adopter un comportement responsable et promouvoir des pratiques écologiques. La nature peut coexister avec l'humanité si les deux agissent de manière responsable. Fermer totalement ces zones risquerait de provoquer un effondrement économique et un détachement du public vis-à-vis du monde naturel. Personne 3. Je crois en une voie intermédiaire, un tourisme contrôlé et durable. Interdire complètement les visiteurs nuirait aux économies locales, mais un accès sans limite nuirait aux écosystèmes. La solution consiste à réguler le nombre de visiteurs, appliquer des règles environnementales strictes et investir les revenus du tourisme dans la conservation. Un tourisme responsable peut inspirer le respect de la nature, tout en garantissant sa préservation. L'objectif n'est pas d'exclure les humains, mais de leur apprendre à coexister avec l'environnement. Ici Civic Voices Radio. Les plateformes de médias sociaux ont transformé la manière dont les citoyens s'impliquent en politique, amplifiant les voix et permettant l'émergence de mouvements populaires. Cependant, ces mêmes plateformes diffusent de la désinformation, accentuent la polarisation et favorisent l'ingérence étrangère dans les élections. Les algorithmes privilégient les contenus sensationnels, éclipsant souvent les débats nuancés. Les gouvernements discutent d'une réglementation, mais un contrôle excessif risquerait la censure,
tandis qu'une absence de régulation laisserait les citoyens vulnérables. La tension réside dans l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection démocratique. À mesure que la technologie évolue, la question demeure, ces plateformes renforcent-elles la participation ou sapent-elles les fondations de la confiance dans la démocratie? Bienvenue sur Health Today. La résistance aux antibiotiques devient une crise mondiale croissante. La surutilisation des antibiotiques, tant en médecine qu'en agriculture, a permis aux bactéries de développer des défenses, rendant les traitements courants inefficaces. Les médecins sont désormais confrontés à des infections autrefois faciles à soigner, mais qui résistent à plusieurs médicaments. L'Organisation mondiale de la santé avertit que, sans actions urgentes, les opérations courantes et les blessures mineures pourraient redevenir mortelles. La solution inclut un contrôle plus strict des prescriptions, l'investissement dans de nouveaux médicaments et l'éducation du public sur une utilisation responsable. La question pressante est de savoir si l'humanité peut garder une longueur d'avance dans cette course microscopique ou si la médecine moderne risque de perdre l'un de ses plus grands acquis. Professeur Anne, beaucoup se demandent si l'intelligence artificielle peut porter des jugements moraux. La moralité peut-elle être représentée de manière computationnelle? Pas entièrement. Les systèmes d'IA actuels reposent sur des modèles probabilistes entraînés à partir de données humaines, ce qui signifie qu'ils reproduisent les schémas statistiques du comportement moral, mais pas la compréhension morale. Un raisonnement éthique authentique exige une réflexion contextuelle, quelque chose que les algorithmes n'ont pas. Donc, leurs décisions relèvent de l'imitation plutôt que de la délibération morale? Exactement. Lorsqu'un système d'IA choisit le mot mal, il le fait sur la base de pondérations préétablies, non par empathie ou conscience. De plus, les cadres éthiques diffèrent selon les cultures, coder une telle pluralité dans des structures logiques fixes est pratiquement impossible. Quel risque cela comporte-t-il? Déléguer les choix éthiques aux machines pourrait éroder la responsabilité. La société pourrait commencer à percevoir les algorithmes comme des autorités neutres, en ignorant les biais intégrés dans leurs données d'entraînement. Professeur Anne, beaucoup se demandent si l'intelligence artificielle peut porter des jugements moraux. La moralité peut-elle être représentée de manière computationnelle? Pas entièrement. Les systèmes d'IA actuels reposent sur des modèles probabilistes entraînés à partir de données humaines, ce qui signifie qu'ils reproduisent les schémas statistiques du comportement moral, mais pas la compréhension morale. Un raisonnement éthique authentique exige une réflexion contextuelle, quelque chose que les algorithmes n'ont pas. Donc, leurs décisions relèvent de l'imitation plutôt que de la délibération morale? Exactement. Lorsqu'un système d'IA choisit le mot mal, il le fait sur la base de pondérations préétablies, non par empathie ou conscience. De plus, les cadres éthiques diffèrent selon les cultures, coder une telle pluralité dans des structures logiques fixes est pratiquement impossible. Quel risque cela comporte-t-il? Déléguer les choix éthiques aux machines pourrait éroder la responsabilité. La société pourrait commencer à percevoir les algorithmes comme des autorités neutres, en ignorant les biais intégrés dans leurs données d'entraînement.
Dr Singh, on parle de plus en plus des bienfaits psychologiques des espaces verts urbains. Quelle en est la base scientifique? La végétation urbaine favorise la récupération cognitive. L'exposition visuelle aux motifs naturels dits fractales déclenche des ondes cérébrales alpha associées à l'attention calme. La verdure réduit également l'hyperactivité de l'amygdale, diminuant l'anxiété et améliorant le contrôle des décisions. Donc, ce n'est pas seulement une question d'esthétique? Exactement. La proximité des parcs est corrélée à des taux de criminalité plus faibles et à une meilleure cohésion sociale. Les gens régulent inconsciemment mieux leurs émotions dans les zones offrant un soulagement visuel face aux environnements bâtis. Pourtant, la sururbanisation élimine souvent ces éléments réparateurs, intensifiant l'épuisement psychique. Existe-t-il des changements physiologiques mesurables? Oui, une variabilité réduite du rythme cardiaque et une diminution du cortisol en sont des indicateurs constants. Ainsi, intégrer des corridors verts dans la conception urbaine n'est pas décoratif, c'est une infrastructure de santé préventive. Dr Singh, on parle de plus en plus des bienfaits psychologiques des espaces verts urbains. Quelle en est la base scientifique? La végétation urbaine favorise la récupération cognitive. L'exposition visuelle aux motifs naturels dits fractales déclenche des ondes cérébrales alpha associées à l'attention calme. La verdure réduit également l'hyperactivité de l'amygdale, diminuant l'anxiété et améliorant le contrôle des décisions. Donc, ce n'est pas seulement une question d'esthétique? Exactement. La proximité des parcs est corrélée à des taux de criminalité plus faibles et à une meilleure cohésion sociale. Les gens régulent inconsciemment mieux leurs émotions dans les zones offrant un soulagement visuel face aux environnements bâtis. Pourtant, la sururbanisation élimine souvent ces éléments réparateurs, intensifiant l'épuisement psychique. Existe-t-il des changements physiologiques mesurables? Oui, une variabilité réduite du rythme cardiaque et une diminution du cortisol en sont des indicateurs constants. Ainsi, intégrer des corridors verts dans la conception urbaine n'est pas décoratif, c'est une infrastructure de santé préventive. Dr Okafor, pouvez-vous expliquer le lien sociologique entre la rareté alimentaire et les troubles sociaux? La rareté alimentaire ne menace pas seulement la survie, elle déstabilise les réseaux de confiance. Lorsque les prix des denrées de base augmentent plus vite que les salaires, les foyers réorientent leur énergie émotionnelle vers la protection des ressources. Cette anxiété collective se traduit souvent par une mobilisation politique ou une fragmentation sociale. Donc, la faim devient un catalyseur d'instabilité? En effet. Les analyses historiques révèlent que les flambées des prix alimentaires précèdent fréquemment les révoltes ou les changements de régime. La pénurie, le sentiment d'équité des institutions, alimentant la protestation et la migration. Le problème est-il purement économique? Non, il est aussi culturel. Dans de nombreuses sociétés, la nourriture symbolise la dignité. En perdre l'accès bouleverse autant l'identité que la nutrition. Une peut répondre aux besoins de sécurité émotionnelle et pas seulement à l'apport calorique. Dr Okafor, pouvez-vous expliquer le lien sociologique entre la rareté alimentaire et les troubles sociaux? La rareté alimentaire ne menace pas seulement la survie, elle déstabilise les réseaux de confiance. Lorsque les prix des denrées de base augmentent plus vite que les salaires, les foyers réorientent leur énergie émotionnelle vers la protection des ressources. Cette anxiété collective se traduit souvent par une mobilisation politique ou une fragmentation sociale. Donc,
La faim devient un catalyseur d'instabilité? En effet. Les analyses historiques révèlent que les flambées des prix alimentaires précèdent fréquemment les révoltes ou les changements de régime. La pénurie, le sentiment d'équité des institutions, alimentant la protestation et la migration. Le problème est-il purement économique? Non, il est aussi culturel. Dans de nombreuses sociétés, la nourriture symbolise la dignité. En perdre l'accès bouleverse autant l'identité que la nutrition. Une peut répondre aux besoins de sécurité émotionnelle et pas seulement à l'apport calorique. Dr Fenton, le manque chronique de sommeil semble altérer bien plus que l'humeur. Que se passe-t-il sur le plan neurologique? Pendant l'éveil, les neurones accumulent de l'adénosine, un sous-produit signalant la fatigue. Le sommeil l'élimine grâce à la circulation lymphatique. Lorsque le repos est insuffisant, les métaboliques persistent, ralentissant l'efficacité synaptique. Ce ralentissement cognitif affecte le raisonnement, le contrôle des impulsions et la consolidation de l'apprentissage. Donc, la fatigue modifie le système d'entretien du cerveau? Exactement. Une privation prolongée imite une légère ivresse, réduisant la précision de l'attention. Elle perturbe aussi le métabolisme du glucose, rendant le cerveau moins économe en énergie, d'où une économie cognitive affaiblie. Les siestes courtes peuvent-elles compenser? Partiellement. Un bref repos restaure la vigilance mais non les processus réparateurs profonds essentiels à la mémoire et à la régulation émotionnelle. Dr Fenton, le manque chronique de sommeil semble altérer bien plus que l'humeur. Que se passe-t-il sur le plan neurologique? Pendant l'éveil, les neurones accumulent de l'adénosine, un sous-produit signalant la fatigue. Le sommeil l'élimine grâce à la circulation lymphatique. Lorsque le repos est insuffisant, les métaboliques persistent, ralentissant l'efficacité synaptique. Ce ralentissement cognitif affecte le raisonnement, le contrôle des impulsions et la consolidation de l'apprentissage. Donc, la fatigue modifie le système d'entretien du cerveau? Exactement. Une privation prolongée imite une légère ivresse, réduisant la précision de l'attention. Elle perturbe aussi le métabolisme du glucose, rendant le cerveau moins économe en énergie, d'où une économie cognitive affaiblie. Les siestes courtes peuvent-elles compenser? Partiellement. Un bref repos restaure la vigilance mais non les processus réparateurs profonds essentiels à la mémoire et à la régulation émotionnelle. La négociation interculturelle allie stratégie et empathie. Comprendre les valeurs, les styles de communication et les hiérarchies décisionnelles des partenaires évite les faux pas et renforce la confiance. L'écoute active, les questions de clarification et la patience créent des cadres communs, tandis que l'explicitation des présupposés réduit l'ambiguïté. Allier intelligence culturelle et préparation solide,
connaissance du contexte, des alternatives et des normes juridiques, conduit à des accords durables. Les négociateurs performants équilibrent principes et pragmatisme, adaptant leurs tactiques tout en respectant la dignité culturelle et en préservant les relations à long terme. Le podcasting offre un récit intime et une éducation de niche, accessible avec un équipement modeste. Les animateurs conçoivent leurs épisodes grâce à une structure solide, un son clair et un rythme engageant. Une programmation régulière fidélise l'auditoire. La préparation des interviews, la conception sonore et un montage concis renforcent le professionnalisme. Les options de monétisation, parrainage, adhésion, événements en direct, exigent confiance et valeurs communautaires. La promotion via les réseaux sociaux et les transcriptions améliore la visibilité. Avec authenticité et discipline, les podcasteurs créent des artefacts culturels significatifs qui informent, divertissent et relient les publics à travers les fuseaux horaires. Le travail à distance RE2 accent aigu finit les lieux de travail, les schémas de déplacement et les marchés de talent. La flexibilité améliore l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour beaucoup, mais les défis de coordination et les frontières floues nécessitent des normes claires. Les modèles hybrides combinent la collaboration en personne avec le temps concentré à distance, exigeant une conception réfléchie des réunions et des pratiques d'inclusion équitables pour que les participants à distance ne soient pas désavantagés. Les entreprises doivent investir dans des outils numériques, une documentation asynchrone et une formation managériale. Lorsqu'il est bien mis en œuvre, le travail distribué élargit les opportunités et réduit la concentration géographique des talents. L'investissement éthique oriente le capital vers des objectifs environnementaux et sociaux sans sacrifier les rendements. Les fonds durables, les obligations vertes et l'engagement des actionnaires influencent le comportement des entreprises en récompensant la gestion à long terme. Une diligence raisonnable permet de distinguer l'impact réel des affirmations superficielles. Les investisseurs doivent examiner les indicateurs, la gouvernance et la transparence. Les stratégies mixtes associent objectifs financiers et résultats mesurables, alignant les portefeuilles sur les cibles climatiques ou l'équité sociale. À mesure que les outils mûrissent, les investisseurs particuliers et institutionnels gagnent en pouvoir pour réorienter le capital vers une économie plus résiliente et responsable. La psychologie du sport améliore la performance en intégrant les compétences mentales à l'entraînement. Les techniques, fixation d'objectifs, visualisation, régulation de l'excitation et routine, aident les athlètes à gérer la pression et à maintenir leur concentration.
Le renforcement de la confiance et l'autodialogue constructif augmentent la constance, tandis que les débriefings renforcent l'apprentissage issu des revers. Les entraîneurs qui tiennent compte du mental autant que du physique favorisent la résilience et la cohésion d'équipe. Appliquées tôt, les compétences psychologiques deviennent des habitudes qui améliorent l'avantage compétitif, la récupération après blessure et le plaisir du sport à tous les niveaux, des ligues de jeunes à l'élite. Les réparations domestiques faites soi-même renforcent la confiance pratique et permettent d'économiser de l'argent, à condition de donner la priorité à la sécurité. Apprendre les bases de la plomberie, de la sécurité électrique, lorsque c'est approprié, et de la menuiserie, associée à de bons outils et à des guides clairs, aide les propriétaires à s'attaquer à de petits projets. Savoir quand faire appel à un professionnel évite les erreurs dangereuses. Les ateliers communautaires et les tutoriels en ligne démocratisent les compétences, tandis que la réutilisation et le surcyclage réduisent les déchets. Aborder les réparations de manière méthodique, évaluer, se procurer les pièces et tester, transforme de petites réparations en expériences gratifiantes de résolution de problèmes. L'immersion linguistique accélère la fluidité en entourant les apprenants d'un usage naturel et d'un contexte culturel. La pratique quotidienne, faire les courses, regarder les médias locaux et converser avec les voisins, améliore l'écoute et la parole plus rapidement que l'étude isolée. Les environnements tolérants aux erreurs et la volonté de participer renforcent la confiance. Un accompagnement structuré, tel que les tandems linguistiques ou les cours courts, complète l'immersion en clarifiant la grammaire et le vocabulaire. Les expériences culturelles intégrées approfondissent la motivation et la compréhension, transformant la compétence linguistique en une appréciation interculturelle plus riche. Les soins aux personnes âgées nécessitent de combiner dignité, sécurité et lien social. Les politiques et les services à domicile devraient soutenir les familles aidantes grâce au répit, à l'aide financière et à la formation. La technologie, surveillance à distance et télésanté, renforce l'autonomie, mais la compagnie humaine et les activités significatives demeurent essentielles. Les programmes communautaires luttent contre l'isolement, et les transports accessibles maintiennent l'engagement des aînés. Une planification anticipée, juridique, médicale et financière, facilite les transitions. Mettre l'accent sur les préférences et l'autonomie aboutit à des soins qui honorent l'expérience de vie tout en répondant aux besoins de santé et de mobilité. La conception de jeux indépendants prospère grâce aux contraintes créatives et à une approche centrée sur le joueur. Les petites équipes expérimentent de nouvelles mécaniques,
un style artistique audacieux et des récits ciblés que les grands studios évitent souvent. Le prototypage rapide, les tests de jeu et les retours communautaires permettent de créer des boucles agréables et de détecter les problèmes d'équilibre dès le début. Les plateformes de distribution numérique et les réseaux sociaux permettent aux créateurs d'atteindre des publics passionnés, tandis que les budgets modestes encouragent des modèles économiques inventifs comme les cosmétiques optionnels ou les sorties épisodiques. Lorsque les concepteurs privilégient le plaisir, l'accessibilité et la finition, les jeux indépendants peuvent devenir des références culturelles. La conception urbaine sensible à l'eau considère les eaux pluviales comme une ressource plutôt qu'un déchet. Les jardins de pluie, les fossés végétalisés, les toits verts et les revêtements perméables ralentissent le ruissellement, rechargent les nappes phréatiques et filtrent les polluants avant qu'ils n'atteignent les cours d'eau. L'intégration de ces éléments dans les rues et les parcs favorise la biodiversité et réduit les risques d'inondation. Concevoir pour des bénéfices multiples, agrément public, habitat et drainage, rend les projets rentables et soutenus par le public. L'adoption de telles approches aide les villes à s'adapter à des pluies plus intenses tout en améliorant la qualité de vie et la santé écologique.